Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo Cruciatimo dans le cadre de la Gazette. Donc aujourd'hui j'ai la chance d'avoir Michel Arayette qui est géomètre expert. Alors Saint-Palais, mais pas que, hein. Est-ce que tu peux nous présenter ta structure déjà? Donc Michel Arayette, je suis géomètre expert donc, au sein de la CELAR Géodénac. Voilà. Géodénac provient de la fusion de deux cabinets de géomètres qui existaient sur le territoire. Et donc nous sommes sur 4 agences. On a une agence sur Asparel, une autre donc à Saint-Palais, Saint-Jean-Pied-de-Port et Mauléon. Et en tout, nous avons maintenant une vingtaine, entre les deux collaborateurs. Et on intervient sur toute la partie centrale du Pays Basque. On va également sur la frange béarnaise et on va également de temps en temps sur le littoral, voire plus loin aussi parce qu'on a même quelques interventions dans les Landes. Donc, ouais. Oui, sur des projets particuliers, parce que toi, ce que je sais, c'est que ta spécialité, vraiment, toi, c'est les collectivités, tu aimes ça et tu es très bon là-dessus. Et c'est pour ça que tu es là d'ailleurs. Et vous intervenez aussi pour les règlements de copropriété. Tout à fait. Voilà. Et il y a tout un tas de services que vous pouvez proposer aussi, en dehors même de la simple division. C'est ça. L'habitude. On a l'habitude de dire, donc on a un cœur de métier, on a donc un cercle sur lequel on est. Il n'y a que les géomètres experts qui peuvent intervenir. Et après, sur le volet concurrentiel, on peut intervenir pour faire de la topographie, de l'auscultation, de la métrologie, tout ce qui est bathymétrie, c'est-à-dire dessiner le fond des lits, des ruisseaux, des lacs. On intervient pour mesurer en carrière, on intervient donc pour faire de la copropriété, de la division en volume, on fait du lotissement, on a un gros volet de maîtrise d'œuvre, maîtrise d'œuvre pour les collectivités territoriales, mais pas que, parce qu'on peut intervenir également pour tout ce qui est particulier ou aménageur ou promoteur privé, etc. Donc voilà, ça fait partie un petit peu de toutes les... Voilà, d'où les 20 collaborateurs. Ça fait beaucoup de choses, un grand territoire. C'est ça. Ben, voilà, en tout cas c'est pour tout ça que je voulais que tu viennes absolument nous parler d'un sujet préoccupant ou en tout cas intéressant et super d'actualité qui s'appelle le ZAN. Zéro artificialisation nette des sols, avec un objectif à 2050 de zéro artificialisation nette des sols. Donc le ZAN c'est un acronyme un peu barbare et donc Michel va nous expliquer tout ça. Déjà, d'où ça vient le ZAN? Donc le ZAN vient d'une préoccupation, une double préoccupation. La première préoccupation c'était la perte de biodiversité à l'échelle de la Commission européenne et la deuxième préoccupation concernant un petit peu le réchauffement climatique avec les effets d'îlots de chaleur, etc. que l'on vit par moment. On vient de sortir d'un petit épisode, etc. Donc dès septembre 2011, la Commission européenne commence à réfléchir un petit peu sur ces sujets-là et établit une feuille de route pour tous les pays donc de la Commission européenne. Et feuille de route qui va dormir un petit peu dans les tiroirs jusqu'en juillet 2018 et l'avènement en juillet 2018, c'est l'avènement de la loi sur la biodiversité. D'accord. Et sur ce gros pavé, il y avait je crois une 150 mesures, donc 150 articles de loi. Et un des articles de loi commençait à traiter également du zéro artificialisation nette. Mais pour l'instant, c'était encore qu'un vœu pieux. Un an plus tard, voilà, pas contraignant du tout, c'était une idée. Le 29 juillet donc 2019, c'est une date importante à retenir puisque c'est le jour à partir duquel donc le président de la République, M. Macron, prend une décision comme quoi il décide que la France doit se mettre en ordre de marche, en ordre de bataille pour atteindre l'objectif ZAN à un horizon dans un premier temps qui est fixé à 2030-2040 sans être trop restrictif sur la question. D'accord. Donc, et il somme tous les corps constitués, tous les préfets, tous les services de l'État, etc., de commencer à réfléchir sur ces questions-là en leur donnant un délai de 18 mois ou 24 mois, je ne me rappelle plus exactement, pour commencer à proposer leurs premières solutions par rapport à cet objectif. La crise des Gilets jaunes passe par là. En réponse un petit peu à cette crise-là, donc la commission citoyenne sur le climat est mise en œuvre et la commission citoyenne sur le climat en juin 2020 propose 150 propositions. Tout à fait. Et le président de la République ayant
rayé une des propositions, il ne reste plus que 149. Et les 149 propositions de la Convention citoyenne sur le climat vont être traduites par la loi. Et la loi climat et résilience est la résultante un petit peu de ces 149, 150 propositions qui ont été établies par la Convention citoyenne sur le climat. Août 2021. 22 août 2021, date très importante à retenir puisque la loi climat et résilience est promulguée à ce moment-là. La loi climat et résilience, c'est un gros pavé. Et en ce qui concerne l'urbanisme, il y a je crois qu'il y a entre 15 et 20 articles de loi qui concernent vraiment l'urbanisme. Alors là, on est vraiment dans une étape primordiale, je me permets juste d'insister là-dessus. Alors qu'avant, on était sur des vœux pieux, comme tu l'as dit, des grands principes qui étaient mis dans des lois, mais sans avoir de véritable cohérence entre elles, etc. La loi climat et résilience met en œuvre tout ça et donne des horizons, des objectifs contraignants. Mais disons que le zéro artificialisation nette dont on parle entre dans la loi. Désormais, c'était des objectifs, c'était un vœu, désormais, c'est la loi. Donc, c'est la loi, et la loi est dure. Donc, quelle est la traduction un petit peu dans C'est ce que je voulais te demander, effectivement. Donc maintenant, donc c'est la loi qui est en cours d'application. Oui. Les décrets sont presque tous parus. Il en manque un petit encore à apparaître. Il y a beaucoup de décrets à apparaître. Il y a beaucoup de décrets encore à apparaître. Il y a beaucoup de décrets à apparaître. Ouais. La période n'était pas propice pour sortir les décrets, suite, donc vous devinez pourquoi. Ouais. Mais les décrets, on va attendre sans doute les élections législatives, mais une fois que la majorité aura été donnée, si c'est la même majorité que le président, que M. Macron, donc les décrets vont sortir. Il y a beaucoup de décrets parce que dans la loi climat et résilience, on s'est focalisé tous sur le zéro artificialisation nette, mais il y a beaucoup d'autres choses. Ouais. Bon, dont on ne parlera pas, mais sur le ZAN, il y en a eu deux qui sont parus, la nomenclature et les objectifs généraux stratégiques qui permettent déjà d'avancer. Tout à fait. Mais la loi, déjà, si vous voulez, la loi, qu'est-ce qu'elle dit? La loi dit que la France donc doit atteindre le zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. Ouais. Et la loi organise cet atterrissement. Donc, la loi organise à partir du 22 août 2021. On va observer sur la décade précédente quelle a été la consommation réelle de foncier pendant cette période-là. Ouais. À partir du 22 août 2021, sur les prochains documents d'urbanisme, l'État ou la couche qui va superviser l'organisation du zéro artificialisation nette vous demandera de réduire de moitié ce qui a réellement été consommé sur la décade précédente. Alors attends, juste pour qu'on sache, et d'abord, c'est quoi l'artificialisation? Il faut qu'on soit d'accord sur ce terme-là. Donc, après, tu vas nous le décliner effectivement et nous parler de tout ça. L'artificialisation, je ne connais pas la définition par cœur, elle est donnée par l'article L101.2-1 du Code, qui dit que, en gros, que l'artificialisation, c'est l'altération durable d'un sol. Voilà. Et la nomenclature dit classe en 7 catégories les sols, en disant que les 5 premiers sont des sols qui sont artificialisés et les 2 autres non artificialisés. Pour être simple, je vais partir des sols non artificialisés, tout ce qui est bois et tout ce qui est zone cultivée sont des sols non artificialisés. Et les plans d'eau aussi. Et les plans d'eau, bien entendu. Voilà. Et tout ce qui est inclus dans l'enveloppe urbaine de la commune, qu'on soit sur des sols qui sont imperméables ou qu'on soit sur des pelouses qui accompagnent un bâti, qu'on soit sur un parc qui est entouré par des maisons, des terrains de sport, etc., on considérera que ce sont des sols qui sont déjà artificialisés. Voilà, ça c'est super important parce que ça c'est ce qu'on peut ne pas comprendre quand on est en dehors de tous ces schémas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans la zone déjà construite, même vos jardins, même s'il y a un parc à l'intérieur, c'est considéré comme perméable, donc c'est considéré comme artificialisé. Voilà. Ça veut dire que demain, je vous ai dit que par période. Et si on était à New York, Manhattan, Central Park, on serait sur la zone artificialisée. Oui, là, je ne vais pas me de la taille du parc peut-être, mais en tout cas, c'est pas voilà. La nomenclature. Mais si vous voulez, à partir du moment où on vous donnera la possibilité, on va vous réduire très fortement les possibilités d'étendre la ville au-delà de ces limites actuelles. Ouais. Il faudra travailler donc dans l'enveloppe
urbanisé, dans l'enveloppe actuelle de la commune. Ouais. Et ça veut dire que tous les fonds de jardin, toutes les pelouses qui sont en accompagnement de maison, etc., auront la possibilité d'être mutables. Et avec donc, le corollaire de ça, c'est qu'on augmente la densité. Ouais. Ouais. On augmente la densité, on augmente le trafic sur les petites rues, sur les petites avenues, etc. Quand vous voulez dire que tous ces jardins sont mutables, c'est-à-dire qu'on pourra édifier des constructions sur nos jardins arrière, à partir du moment où il y a des accès, blabla. Mais en tout cas, c'est là la densification, elle se fera uniquement. Elle se fera uniquement là, voilà. Et donc, je vous ai dit, donc, par période de décade, c'est-à-dire qu'en 2031, on est en 2021, on arrive en 2031, mais le législateur demandera à ce qu'on refasse le même effort d'observation de ce qui s'est passé entre 2021 et 2031 pour réduire encore de moitié et revoyure en 2040 ou 2041, etc. Jusqu'en 2050, de manière à arriver au zéro artificialisation net. Dans le net, on est quand même en France, donc dans le net, il y a toujours des exceptions. On aura le droit, je vous le fais rapide, on aura le droit de créer un projet en dehors de l'enceinte de la commune actuelle, à condition de renaturer une partie de la ville, des friches, détruire éventuellement des immeubles pour construire un parc, etc. Ce qui a quand même un coût assez important. Bien sûr, il faut dépolluer. Dépolluer, désimperméabiliser, reconstruire un sol qui soit efficient, voilà, etc. Tout à fait. Donc il y a un coût très important. Ok, donc là on a vu la définition. Alors je sais que c'est complexe. On ne peut pas aller dans la simplicité avec ce principe. C'est pas possible. Il y a encore on est d'accord. Voilà. Mais c'est complexe, mais justement, vous avez des professionnels qui sont là pour vous informer, que ce soit élu local, particulier intéressé, ou peu importe. Donc on est à votre disposition pour vous donner les renseignements nécessaires, parce que c'est des grands mots, mais ça a des impacts quotidiens chez nous, même chez nous, en territoire. On pense toujours être un peu à l'extérieur, mais c'est pas vrai, on y est en plein dedans. Donc voilà, donc Michel, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps pour cette interview très dense, et je vous retrouve à très vite. À bientôt, salut.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo Crucciatimo dans le cadre de la Gazette. Donc aujourd'hui j'ai la chance d'avoir Michel Ariette qui est géomètre expert. Alors Saint-Palais, mais pas que, hein. Est-ce que tu peux nous présenter ta structure déjà? Donc Michel Ariette, je suis géomètre expert donc, au sein de la CELAR Géodénac. Ah ouais. Ok, donc là on a vu la définition d'artificialisation, sa mise en œuvre d'un calendaire en fait, chronologique. Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer justement cette mise en œuvre, mais justement, nous concrètement, comment ça va arriver jusqu'à nous, nous petits citoyens ici à Saint-Palais, par le biais du principe de hiérarchie des normes en urbanisme, que tu vas pouvoir nous expliquer. Donc, l'urbanisme, on a tendance à dire que c'est une pyramide normative. Ouais. Au sommet de la pyramide, enfin, ou bien vous visualisez une pyramide assise sur sa plus grande, enfin, sur son triangle, je veux dire, ou bien vous l'inversez, bon, c'est pareil. Vous avez donc au-dessus, en haut de la pyramide, vous avez la loi. Ouais. Donc la loi, sachez, par exemple, la loi climat et résilience, c'était la 28e fois que le code de l'urbanisme était modifié en 5 ans. La loi 3DS, qui a été promulguée en février de cette année, en février 2022, c'est la 29e fois que le code de l'urbanisme est retouché. Donc pour vous dire qu'on est sur quand même une discipline qui est mouvante. Au-dessous de la couche nationale, donc vous comprenez bien que chaque fois que vous avez une couche supérieure qui évolue, tous les documents qui sont en dessous doivent tenir compte de ces évolutions. La couche en dessous, c'est la couche régionale. Au niveau de la région, de chaque région, vous avez un document d'urbanisme qui s'appelle le STRADET, un schéma de cohérence de développement durable, l'organisation des territoires. Bon, je vous fais rapidement. Je mettrai dans la vidéo les définitions. Il y a beaucoup d'acronymes en urbanisme et toute la vidéo pourrait être juste sur la définition de ces acronymes. Donc on va passer, donc je définirai ça. Donc la loi climat et résilience indique que la couche régionale a 2 ans pour se mettre en conformité avec la loi. 2 ans, c'est-à-dire qu'il faut que sur le schéma régional d'Aquitaine, on ait cette volonté, enfin c'est pas cette volonté, on ait cet objectif de réduction de moitié des zones constructibles en expansion des villes et avec un objectif de zéro artificialisation en 2050. Le STRADET d'Aquitaine a été promulgué en 2020. On a un document qui est assez compatible avec la loi. Je pense qu'il manque les objectifs à moyen terme ou à long terme. Donc je pense que la modification, la prise en compte un petit peu de l'évolution de la loi devrait se faire assez rapidement. Et notre STRADET, il est assez compatible avec la loi. En dessous, la couche en dessous, c'est le SCOT, schéma de cohérence et d'organisation territoriale. Le SCOT, c'est le document à l'échelle, par exemple, de toute la collectivité Pays Basque, plus le Sud des Landes. Donc le SCOT va devoir se mettre en conformité avec ses objectifs. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que le deuxième décret dont parlait Jonathan, c'était que l'échelle pour organiser et observer le zéro artificialisation nette est confiée au STRADET, à la couche régionale. Donc c'est la région qui va devoir organiser sur son territoire cette réduction. La responsabilité en vient à la région. À la région. C'est là qu'on contrôlera que tout est fait. Donc en dessous, donc le SCOT va devoir traduire les objectifs du STRADET et organiser un petit peu, donc sur le territoire Pays Basque, va devoir organiser cet effort de réduction. Donc peut-être que l'effort de réduction, là on n'en sait rien, mais si vous voulez l'effort de réduction, peut-être qu'il ne sera pas réparti de manière égale entre tous les territoires. Et oui. Parce qu'il est vu au niveau du SCOT. Il est vu au niveau du SCOT. Et donc les compensations, Voilà, on peut tout imaginer. On peut tout imaginer, ben ça va être là le pouvoir politique qui va rentrer en œuvre. Tout à fait, tout à fait. Et les élus ont intérêt à se défendre au niveau du SCOT, parce que sinon, au niveau de leur territoire, ils ne feront que des pécadilles. Et oui, parce que les plus gros, enfin les plus puissants auront accaparé les surfaces. Ça va être leur volonté, sans doute, en tous les cas. C'est pour ça que vous les alertez tous là, tout à fait. Et c'est maintenant. C'est maintenant que ça se joue. Ok. Compris. En dessous de la couche du SCOT, vous avez le programme local d'habitat et le plan de déplacement urbain. Le programme local de l'habitat a été validé en 2021 et donne une tendance.
Ça veut dire que votre document d'urbanisme, votre PLU ou votre PLUI, il est en dessous encore de cette couche-là. Donc il faut qu'il respecte les objectifs qui ont été chiffrés, qui ont été mis en place sur le PLH. Quand on voit, par exemple ici sur l'AMI poussé, vous avez 25 communes sur le tableau du PLH, auxquelles on a donné droit 44 logements par an. Ces 25 communes vont devoir se partager 2 logements par an. Donc, quand le document d'urbanisme va être promulgué, quoi, et bien, les possibilités de construire vont être quand même assez réduites. J'ai compris. Donc là, le PLH, je trouvais assez pas très ambitieux, le PLH. Non. Non. C'est assez limite. Oui, c'est pourquoi. Vous êtes gentil. Oui, voilà, on est d'accord. Ouais. Donc maintenant, on en arrive au fameux PLUI. Et donc là, on en arrive à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'AMI poussé. Et donc, on arrive sur le PLU d'Anguilly. Qui est en cours. Le PLUI, donc, on a plusieurs territoires qui sont identifiés. Donc, pour l'instant, au niveau du Pays Basque, on a déjà un PLUI sur le Pays d'Aspacan. Et donc maintenant, il y a 3 autres PLUI qui ont été décidés, un à l'échelle de la Soule, un autre pour Amicoussé et un autre pour la montagne basque depuis le canton de Bayouri jusqu'au canton de Ioli. Ouais. Restons concentrés sur Amicoussé. Donc le périmètre a été fixé, le périmètre a été figé. Et donc il s'agit maintenant d'élaborer le document, mais le document qui va être élaboré va devoir tenir compte de tout ce que je viens de dire précédemment. C'est-à-dire PLH, Scott, Stradet et loi. Voilà. Voilà. Là, on a résumé un petit peu tout ce que notre petit PLUI en local, qui représente 25 communes, devra intégrer. Oui. Et d'où les inquiétudes. D'où les inquiétudes, c'est tout. La loi climat et résilience, le ZAN, on peut dire ce qu'on veut, on peut décliner longtemps. C'est une réduction c'est la protection des espaces agricoles et naturels. Voilà, donc ça c'est vraiment le leitmotiv. Quand on a dit la biodiversité, ça vient là. À partir du moment où on veut figer, on veut vraiment protéger dans ces espaces-là, derrière les possibilités de construire elles seront uniquement circonscrites sur la ville telle qu'elle existe aujourd'hui. Ouais. Et donc ça veut dire que derrière, la traduction de ça, c'est on part sur davantage de densité. Voilà, conséquence. La conséquence, davantage de densité, avec des difficultés sur le vivre ensemble, difficultés sur les îlots de chaleur, parce qu'on dit davantage de densité, mais ça veut dire que les espaces de respiration qu'on avait jusqu'à présent ils vont être construits. Il faut imaginer que la petite prairie qu'on a devant chez soi sera construite. Et peut-être que pour respecter la densité, c'est pas une maison d'habitation individuelle qu'on aura devant, mais c'est peut-être un petit collectif de 1, 2 étages, etc. D'où le changement de paradigme qu'on va vivre sur les prochaines années. C'est-à-dire que nous, en France, on est habitué à notre habitat individuel. C'est ancré dans nos gènes. On parle à l'Espagne, par exemple. C'est ancré dans nos gènes. Et ce principe-là, qui court depuis des années, en fait, là, maintenant, il rentre en application. Et c'est ce que tu dis, ça en change complètement de paradigme. C'est une révolution. C'est un peu comme la 2020. Hein. C'est vraiment une révolution. Une révolution, généralement, c'est une génération qu'il faut pour l'intégrer. 20 ans. Sauf que là, on nous demande de l'intégrer en 2 ans, quoi. Personne ne croit au rythme, mais malheureusement, on peut tous douter. Tout le monde a des doutes, mais la loi, pour l'instant, les échéances sont fixées, les dates sont figées, et le rythme est lancé, quoi. Alors, si on fait un peu de prospective, j'aime bien juste comme ça, toi qui connais bien tout ça, si tout s'applique, les conséquences, ça va être quoi? Ça veut dire que déjà, donc les terrains constructibles vont être réduits à peau de chagrin. On va avoir de nouveaux terrains constructibles dans les jardins, etc. Voilà, si on suit la logique. Il va y avoir peut-être des ventes de surélévation. Ça existe déjà, il y a des promoteurs qui sont spécialisés, c'est-à-dire qu'on va devoir surélever pour pouvoir accueillir de nouveaux habitants. D'accord? Et là, en fait, quand on est dans une copro, on vend un volume au-dessus de chez nous. Ça peut être intéressant pour rénover une copro d'ailleurs. Ça peut être intéressant. Mais bon, voilà, ça c'est des choses qui vont arriver là dans les prochains mois, même à Saint-Palais. C'est-à-dire que c'est pas des problématiques que de grandes villes. C'est-à-dire que là, même chez nous, ici en campagne, on peut avoir ce type de mouvements qui peuvent se faire. Les sénateurs sont vent debout parce que les sénateurs essayaient et pensaient qu'il y aurait davantage de contextualisation qui serait mise en place dans l'avènement de cette loi. Et qu'on tiendrait compte davantage justement des territoires, on tiendrait compte davantage des zones rurales, des zones urbaines, etc. Or, on est en France, on sait faire qu'un seul modèle pour tous.
Nulle part, mis à part peut-être sur l'avènement du SCOT, pour l'instant, on ne parle de contextualisation. Donc, ce qu'on dit, qu'on imagine tous au centre de Bayonne, au centre de Bordeaux, etc., ben, a priori, on essaie, on pense, on réfléchit, on ne sait pas trop, mais qui sait, peut-être qu'on va devoir nous l'imposer à Saint-Palais, mais peut-être également à Béasque, à Isseritz, à Mendesch, j'en sais rien. Et même peut-être à la Riva et Loïtsen, quoi. Donc, pour l'instant, on en est qu'au début. Ouais. On en est qu'au début. Ça la traduction, quand même, il faut pas imaginer que ça va pas se faire. C'est quand même un paquebot qui est lancé, et un paquebot, ça ne change pas la direction aussi rapidement que ça. Donc le paquebot est lancé. La vitesse d'avancée du paquebot peut-être pourra évoluer un petit peu, ce sera le seul curseur, mais on est quand même lancé. Quelle sera la traduction? C'est que derrière, il faut s'attendre à ce qu'il y ait très peu de droits à bâtir qui soient donnés par les communes, et que si jamais les communes veulent faire quelque chose, il faut peut-être qu'elles anticipent, et surtout une commune, si elle arrive devant l'État, qui est en train de les accompagner quand même pour l'élaboration du document d'urbanisme, si elle arrive en disant qu'elle maîtrise du foncier, elle aura peut-être son mot à dire au niveau de la commune. En privé, je pense que ce sera beaucoup plus dur. Oui, tu veux dire que la commune elle-même intègre la construction, quoi. Aussi, oui. Ok. Mais en tout cas, je te remercie, Michel, parce que c'était dense. Alors, je sais que c'est complexe. On ne peut pas aller dans la simplicité avec ce principe. C'est pas possible. On est d'accord. Voilà. Mais c'est complexe, mais justement, vous avez des professionnels qui sont là pour vous informer, que ce soit élu local particulier intéressé ou peu importe. Donc on est à votre disposition pour vous donner les renseignements nécessaires, parce que c'est des grands mots, mais ça a des impacts quotidiens chez nous, même chez nous, en territoire. On pense toujours être un peu à l'extérieur, mais c'est pas vrai, on y est en plein dedans. Donc voilà, donc Michel, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps pour cette interview très dense, et je vous retrouve à très vite. À bientôt, salut.